Bonjour tout le monde, merci pour cette introduction, merci à 100 degrés pour l'invitation. Pour vous parler d'impact social. Un impact en français, c'est ça. C'est le seul impact mesurable dont on va parler aujourd'hui. Il y a 66 millions d'années, une astéroïde entrait en collision avec la planète Terre et laissait un cratère qu'on a depuis estimé de 180 km de diamètre. L'astéroïde en question, ça fait un consensus scientifique, c'est des faits établis. Elle mesurait autour de 10 km de diamètre. Donc on voit ici un consensus sur des choses mesurables. Si on se penche maintenant sur les effets qu'a eu cet impact, puisque on le sait, en linguistique, l'anglais est souverain. Quand on parle d'impact de nos jours, on parle d'effets, on parle de retombées. Voilà. Si on se penche sur les effets, alors là, ça devient un peu plus compliqué et il n'y a pas un consensus aussi clair dans la communauté scientifique à savoir est-ce que c'est cet astéroïde qui a entraîné la fin des dinosaures et de 75% de la vie terrestre par ailleurs. Un grand nuage de poussière, le soleil est obstrué et la vie s'éteint progressivement. Bon, d'autres nous disent qu'il y a toutes sortes de facteurs. On comprend bien que 66 millions d'années plus tard, c'est extrêmement difficile de savoir exactement si c'est cet astéroïde qui a créé cet impact, cet effet, ou l'impact qui a créé l'impact, on ne va pas faire trop de jeux de mots. Par ailleurs, bon, ça aurait été le lendemain de la collision, pas sûr que ça ait été beaucoup plus facile. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer avec ma petite parabole boiteuse d'introduction, c'est que d'une part, quand on fait face à des aspects multifactoriels et évolutifs, c'est extrêmement complexe de mesurer l'impact. Et voilà. Et donc, c'est important de garder une certaine humilité devant ce qu'on peut, hors de tout doute, établir en termes d'effets. Alors, pourquoi un tel engouement, puis je suis tenté de dire vraiment une telle frénésie, encore une fois, dans le monde de l'innovation sociale, de l'économie sociale, on ne parle que d'impact pour cette notion. En général, quand il y a un meurtre, on dit tout le temps il faut trouver le mobile, ça va vous amener vers les suspects. Quand on fait face à des questions de société, regarder du côté de l'argent, c'est jamais une mauvaise idée. Ce n'est pas toujours vrai, mais en l'occurrence, on va voir que ça s'avère assez payant. Pour faire pousser un arbre, ça prend une graine, puis ça ne prend pas un arrosoir plein de pièces d'or, ça prend de l'eau, du soleil, de la terre. Dans les années 90, les grandes fondations philanthropiques américaines se sont mis en tête de mesurer le rendement social de leurs investissements. Ce faisant, elles donnaient naissance à un mouvement qu'on a appelé investissement d'impact, impact investing, et qui a commencé à pousser tranquillement. Donc ça, c'est notre graine. Pousse tranquillement. Dans les années 2000, on a un événement dont on se souvient tous qui va constituer notre soleil, notre eau, un soleil noir certes, mais c'est la crise financière de 2008. Grosse crise financière, le monde financier réalise que son approche basée sur les intérêts particuliers n'était peut-être pas nécessairement la meilleure chose et qu'elle le met lui-même à risque. Donc, le monde financier se met en tête de mettre ses milliards, sa force de frappe, au service de l'intérêt général, du bien commun. Et je pense sincèrement qu'on peut tous s'en réjouir. Je ne suis pas ici pour critiquer cela. Ceci dit, pour pouvoir allouer tout cet argent à l'intérêt général, ça prend une mesure. Habituellement, quand on alloue un portefeuille d'investissement, on prend le risque. Alors, il y a toute une science qu'on appelle la science actuarielle qui permet de donner un chiffre. Ça marche très bien pour les assurances, ça ne marche peut-être pas toujours aussi bien pour le reste du monde, mais en tout cas, on a un chiffre. Le rendement, puis là, ça en prend un troisième qui va faire référence à l'intérêt général, au bien commun. Alors, voilà, là, on a des milliards et aujourd'hui, en fait, c'est des centaines de milliards qui sont prêts à s'engouffrer dans ce monde de l'investissement d'impact et venir au service de l'intérêt général. Mais la question, c'est est-ce que l'impact, c'est vraiment la même chose que l'intérêt général, le bien commun ? L'impact, c'est une notion lourde de sens. Ça fait référence aux effets
une organisation d'une action. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui se disent, ouais, pour savoir si une action est bonne ou pas, on regarde ce que ça donne, puis c'est assez évident, et je suis d'accord avec ça, c'est une des manières de le faire. Il y en a d'autres qui se disent, non, mais on ne parle pas juste d'impact, on parle d'impact social. Okay. Bon, de nos jours, on y a tellement d'humains sur la planète, je ne sais pas trop quelle activité, événement d'envergure n'a pas d'impact social. Alors, ensuite, on nous dit, on parle d'impact social positif. Ça, c'est une expression aussi qu'on voit de plus en plus. Ok, mais alors là, on est en train de dire, pour déterminer si une action est bonne ou pas, on va regarder si l'impact qu'elle a est bon ou pas. Ça se mord un peu la queue, là, on se comprend. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est une grande question. Hein. Qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est moins bon? En fait, c'est une question que se pose la philosophie morale depuis plusieurs siècles. Et on a établi deux grandes manières de le faire. Alors là, c'est là où je commence à parler de conséquentialisme, déontologisme, utilitarisme, puis que mes collègues me disent « wow, minute, est-ce qu'on peut avoir du concret, est-ce qu'on peut illustrer ça ?» Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit exemple concret, fictif. Il y a quelques jours, c'était les journées de la persévérance scolaire. Donc, je vais vous parler d'un OBNL dont la mission est la lutte contre le décrochage scolaire. OBNL de soutien scolaire qui s'appelle le goût d'apprendre. Cet OBNL existe depuis longtemps. Il est très connu, respecté de sa communauté. Ses intervenants sont très appréciés par les parents, de par leur approche qui s'adapte à chaque enfant, qui a une visée de long terme, qui cherche réellement à permettre à ses enfants d'apprendre à apprendre, à trouver ce qui les intéresse, ce qui les anime, et à en faire des citoyens de demain qui pourront développer leur esprit autocritique et qui ne chercheront pas nécessairement à avoir de bons résultats tout de suite en classe. Alors, il y a quelque temps, notre OBNL a eu une belle opportunité. Ça fait longtemps qu'il voulait étendre son programme, ses services sur d'autres territoires. Une fondation philanthropique l'a rencontré et lui a dit qu'elle serait en mesure de le mettre en relation avec des investisseurs d'impact. Et que, sur la base d'une évaluation des résultats de ces interventions, il pourrait obtenir les financements lui permettant de poursuivre son programme sur d'autres territoires et de le renouveler année après année. Pour cet OBNL, c'était une occasion en or. Ça fait longtemps qu'il se dit « j'aimerais savoir si mon intervention a réellement des résultats. Quelles sont les retombées de cette action ?» Puis par ailleurs, ça lui permet d'étendre son programme sur d'autres territoires. Donc parfait, il se lance, mais comme souvent, hein, le diable est dans les détails. Alors, au moment de signer l'entente, il s'agissait de se mettre d'accord sur des indicateurs qui permettraient ensuite de décider si le programme a fonctionné ou pas. Pour l'OBNL, ce qui comptait, c'était réellement son approche, sa vision de long terme et que l'enfant trouve ce qui l'anime au plus profond et va lui donner le goût de la connaissance, le goût d'apprendre. Mais ça, c'est difficile à mesurer. De l'autre côté, l'interlocuteur, l'évaluateur externe, neutre, souhaitait évidemment qu'on prenne une mesure simple, les résultats scolaires dans toutes les matières. Si celles-ci augmentaient un mois après les interventions, alors le programme serait renouvelé. Ça a été un choix très difficile, mais finalement, devant l'intransigeance des interlocuteurs, l'OBNL s'est dit, bon, on pourrait changer un petit peu notre approche, c'est faire du soutien scolaire pour chaque matière, s'assurer de bien réviser les exercices, puis que les enfants aient des meilleures notes. Puis, par ailleurs, quand même, c'est beaucoup d'argent, on pourrait sélectionner un petit peu nos enfants. Hein. Il y en a quand même qui sont dans des milieux familiaux qui sont plus axés sur la lecture, l'apprentissage, on aurait moins de risques d'échec et on pourrait comme ça poursuivre sur d'autres territoires. Bon, alors, on ferme la parenthèse, vous comprenez, hein, et je précise également, vous le savez tous, hein, nos enfants vivent tous dans des milieux familiaux différents, plus ou moins, encore une fois, axés sur l'apprentissage. Certains parents offrent d'autres types de soutien scolaire. Alors, comment on peut réellement établir que c'est le goût d'apprendre qui a permis à l'enfant d'avoir de meilleures notes? Donc, on voit un peu ici la complexité de la mesure d'impact. On voit aussi
les risques de dérive de mission d'une organisation, les effets un peu pervers qui voudraient à tout prix mettre un chiffre sur quelque chose qui est difficilement mesurable. On voit ce qu'on appelle en anglais le cherry picking ou l'écrémage des populations cibles pour s'assurer qu'on obtient nos résultats. Bon, alors, on va laisser de côté notre cher OBNL et on va revenir à notre grand problème de philosophie morale. Comment on détermine si une action est bonne ou pas? Je pense que la première approche, vous la connaissez, c'est celle dont on parle depuis le début de la conférence. On appelle ça le conséquentialisme. On regarde les conséquences, on regarde ce que ça donne. Une des branches qui est plus connue est l'utilitarisme. Et en fait, elle se résume bien par la phrase qu'on attribue à Machiavel, la fin justifie les moyens. Les résultats, l'objectif justifie la manière dont on s'y prend, les façons de faire, le processus. Voilà. Et ça se justifie, c'est important d'avoir des résultats. L'autre s'attache plus au processus, aux façons de faire. Et je trouve qu'elle est bien résumée dans la pensée de Confucius, le chemin est plus important que la destination. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'en fait, cet engouement pour l'impact social, il est révélateur d'un virage que prend notre société, d'une éthique déontologique axée sur les processus, à une prédominance de l'éthique conséquentialiste qui s'intéresse avant tout aux effets. Les deux sont importants. Moi, je n'ai rien contre les effets et l'impact. Mais on a ici un déséquilibre. Et pour l'économie sociale, pour le développement territorial, on pense qu'il y a un risque ici. Pourquoi? Parce que les entreprises d'économie sociale, elles se définissent avant tout par leur façon de faire, par leur gouvernance démocratique, par la manière dont elles redistribuent les surplus dans leur mission, par leur ancrage territorial. C'est leur ADN, c'est ça qui les définit. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des effets et des impacts. Mais si on ne regarde que ça, on risque d'oublier ce qui est pour elles le principal apport qu'elles ont pour la société, pour le bien commun. Alors maintenant, on a vu où se situe l'impact social et pourquoi cet engouement. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle toujours de le mesurer, rarement de l'évaluer, en tout cas en Amérique du Nord. Pourquoi le choix du terme « mesure » ? Le terme « mesure », il a ce gros avantage qui fait référence à des choix neutres, objectifs, basés sur des données probantes, sur du concret, sur du tangible, sur du chiffre. En fait, les chiffres, les metrics, c'est ces fameux indicateurs dans le monde de l'investissement d'impact, c'est un peu le Bigfoot. Tout le monde en parle, mais personne ne les a vus. Et on est en fait ici, dans cette quête de chiffres, dans un énième sursaut d'un vieux rêve de l'humanité qui est d'atteindre l'harmonie sociale par le calcul. Alors, le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne se mesurent pas. Et il faut l'accepter. On l'a vu, les phénomènes sociaux sont complexes, ils sont multifactoriels. Il y a une multitude de facteurs qui eux-mêmes sont le résultat d'une infinité d'autres facteurs. Et ils sont évolutifs, ça change en permanence. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, on doit, en tant qu'être humain, avoir une certaine humilité devant cette complexité et accepter qu'on ne va pas pouvoir tout prédire, tout comprendre, tout mesurer et savoir hors de tout doute pourquoi Paul a entraîné tel effet sur Jacques. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on doit décider ce qui est bon ou pas pour une société si on ne peut pas le calculer? Ben ça fait 2500 ans qu'on a un moyen, ce n'est pas le meilleur, mais beaucoup s'entendent pour dire que c'est le moins pire. On prend la fameuse question complexe, on la met au centre de ceux qu'elle concerne, chacun met de côté ses intérêts particuliers, on délibère sur ce qui est et ce qui devrait être, et on fait un choix qu'on espère être dans l'intérêt général. Alors je pense que vous l'avez tous compris, je suis en train de vous parler tout simplement de démocratie. Et on pense que c'est important parce que
quand on fait ces choix face à des questions complexes, je dis bien face à des questions complexes, sur une base de calcul, on est dans une vision technocratique. Hein, je dis question complexe parce que moi, quand je monte dans un avion ou que je traverse un pont, j'espère qu'il a été construit non pas sur la base de délibération, mais sur des calculs. Hein. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train ici de diaboliser, j'essaie de rééquilibrer les choses. Finalement, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que la mesure d'impact, c'est bien plus que des questions de méthode et d'indicateurs, ce qui nous vient de prime abord quand on y pense. C'est une question politique. C'est une question politique au sens où on est devant des choix difficiles qui concernent beaucoup de parties prenantes et qu'il est essentiel de s'assurer que tous puissent prendre part au débat et donner leur avis. Hein, et c'est ce qu'on porte aussi en économie sociale, cette vision démocratique de l'économie où on peut faire valoir les intérêts de chacun. En fait, c'est ce qui a motivé les travaux d'UTIES sur ces questions, cette idée qu'il y avait un risque de par cet engouement pour l'impact social et tous les milliards qu'on nous fait miroiter, un risque qu'il y ait un contrôle à distance par des évaluateurs soi-disant neutres qui cherchent de bonne foi. Hein. Moi, je ne remets pas du tout en cause toute la bonne foi et encore une fois, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait le monde financier qui soit réveillé, qui s'est dit « Ok, maintenant on va essayer de contribuer à l'intérêt général ». Mais qu'il y ait un contrôle à distance d'entreprises qui sont dans des actions face à des phénomènes très complexes et que ce contrôle se base sur des chiffres qu'on peut remettre en question et sans une bonne compréhension du terrain et de ce qui se passe, il y a là un risque et il nous semble essentiel que l'économie sociale, l'action communautaire se définisse avant d'être définie par d'autres. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce ne sont pas les élucubrations d'un individu isolé, illuminé. Je tiens à souligner que ce constat, il est porté par l'ensemble des grands réseaux d'économie sociale québécois qui ont signé une déclaration à cet égard qui, grosso modo, bon, moi j'ai tiré ça à gros traits aujourd'hui, mais ce que je vous dis se retrouve dans cette déclaration. Elle a été signée par des acteurs proéminents de l'évaluation dans le reste du Canada, en Belgique, en France et aujourd'hui par les 3 grands réseaux internationaux d'économie sociale mondiaux. Donc, au-delà de ce constat, ce qu'elle nous dit, la déclaration de Montréal, c'est qu'il est essentiel que les évaluations, et je dis bien évaluations, de nos organisations, donc ni une mesure, ni une évaluation qui ne base le jugement de valeur que sur les effets, les retombées. Donc que ces évaluations soient utiles, soient axées vers l'apprentissage, que les organisations y participent, se les approprient, comprennent ce qui est en jeu et puissent de cette façon, encore une fois, participer à définir la vision qu'elles ont de leur action et de comment elles peuvent contribuer à la société. Et quand je dis par ailleurs que ces évaluations doivent être participatives, qu'elles doivent inclure le plus grand nombre, ça comprend bien sûr, d'une part, les populations cibles et également les bailleurs de fonds qui ont leur place. Et cette relation négociée, elle doit être là, elle ne doit pas être occultée, mais on doit le faire dans une approche démocratique. Alors, j'ai essayé aujourd'hui de me concentrer sur les questions de fond. Je comprends qu'il y en a certainement qui s'attendaient à des choses plus de l'ordre des méthodes, des indicateurs. On a travaillé pendant 3 ans sur ces questions pour essayer de renforcer les capacités des organisations d'économie sociale sur ces questions. On retrouve sur le site d'UTIES toutes sortes d'outils qui peuvent vous aider à mieux comprendre la question des méthodes, des indicateurs, le vocabulaire, une veille qui se poursuit sur ce domaine et puis bien sûr les enjeux que j'ai abordés en partie aujourd'hui. Alors voilà, sur ce, merci, puis je serai ravi de poursuivre la conversation avec vous plus tard.